Pilote noir, ignoré, sauve, 300. Marines à Dallas, aube rouge sur Dallas, 5h17. L'alarme hurle dans l'abri tactique. Le vent chaud porte déjà l'odeur lourde du carburant et de la poussière. Dans la salle de briefing, les écrans clignotent comme des cœurs affolés. Des cartes défilent, saturées d'icônes rouges autour de l'aéroport international. 300 Marines sont piégés près des terminaux extérieurs sous tirs ennemis. La tour est silencieuse, prise, vidée, transformée en nid de tir. Des véhicules civils incendiés forment une barrière ardente sur l'accès nord. Les civils sont cachés dans des boutiques, terrés sous des comptoirs vitrines. Le temps file comme une mèche déjà presque consumée. On parle de négocier, mais personne ne répond sur les fréquences ouvertes. Les visages réunis portent un mélange de fatigue, peur et orgueil. Au fond de la salle, Amina Spectre Diarra reste droite, impassible. Sa peau sombre reflète une lumière bleutée nerveuse venue des écrans. Ses yeux calmes suivent chaque ligne de trajectoire avec une précision chirurgicale. Elle a appris jeune à lire le ciel comme un livre secret, mais ce matin on la coupe avant qu'elle termine chaque phrase. Un colonel hausse les épaules quand elle mentionne les couloirs thermiques possibles. Il dit que son expérience réelle en conditions urbaines est trop réduite. Il préfère attendre une paire complète d'hélicoptères pour un engagement symétrique. Le silence suit, épais, quand l'opérateur confirme l'absence d'autres cellules disponibles. Amina serre la mâchoire sans bouger le reste de son visage. Dans sa tête, elle assemble déjà les angles, les vents, les marges. Elle voit les Marines encerclés comme des points pulsants dans une cage. Un jeune analyste fait défiler des images infrarouges instables. Des silhouettes armées déplacent des caisses vers les passerelles d'embarquement. Une forme longue apparaît brièvement, peut être un tube lance-roquettes improvisé. Un officier propose d'attendre une fenêtre de compromis vers midi. Midi serait trop tard, pense Amina, sans le dire encore. Elle demande juste une question sèche sur les couloirs civils évacués. On répond vaguement, comme si c'était un détail secondaire. Alors elle parle plus fort, voix basse mais ferme, comme une corde tendue. Elle expose un plan minimaliste, précis, découpé en 3 phases. Phase 1, insertion basse altitude par l'axe est ignorée car paraissant risqué. Phase 2, neutralisation ciblée des 3 points de tir hiérarchiques déjà repérés. Phase 3, maintien stationnaire agressif pour fixer l'ennemi et créer couloir. Le colonel soupire, dit qu'un seul Apache isolé deviendrait simple cible symbolique. Amina répond que l'hésitation a déjà multiplié les risques par 3. Son ton ne tremble pas, mais son pouls cogne dans ses tempes. Un silence se coule, lourd. Puis, le colonel tourne le dos. Considéré non validé, lâché, il en s'éloignant vers une autre console. Amina croise le regard de Jules Radar Mensa, sergent-chef renseignement. Jules est solide, compact, yeux doux, humour discret, énergie basse fréquence. Sa peau sombre brille légèrement sous la sueur froide accumulée. Il a le talent d'écouter le bruit caché derrière les chiffres. Il parle peu, mais quand il incline la tête, c'est un signal. Il lui glisse un mot bref, presque un souffle. Fenêtre dans 8 minutes. Elle comprend qu'il a déjà recalculé les signatures thermiques mouvantes. Amina signe numériquement une prise d'appareil en procédure accélérée. Personne n'essaie vraiment de la retenir, croyant à un simple test de rotor. Elle file vers le tarmac, casque contre la hanche, pas mesuré. Le ciel se lève pâle, coupant les silhouettes des hangars d'acier. Un mécanicien lève la main, prêt à contester, puis se ravise. Il a déjà entendu parler de son calme dans les simulateurs, extrêmes. Le fuselage noir mat de l'Apache, latent, massif, patient, latent.
Elle caresse la peau chaude du métal, comme un vieux compagnon. Elle fait la ronde visuelle rapide, vérifie antenne, pale, capteur. Chaque détail s'imprime net, sans fioritures, sans bruit intérieur parasite. Dans le cockpit, l'odeur d'huile, de plastique chauffé, de poussière sèche. Elle ferme la verrière. Le monde extérieur devient sourd et lointain. Les systèmes s'allument dans un crescendo de voyants orange rassurants. Sa voix transmet un simple message opérationnel, sans demander permission. Appareil Delta Ombre 1. Décollage immédiat pour reconnaissance armée prioritaire. Personne ne répond d'abord. Puis un contrôleur tente une demande de confirmation. Elle répète le message, plus court, irrémédiable, comme un verdict. Les pales gagnent en vitesse, dessinant un disque flou et vibrant. Le sol s'éloigne, et avec lui les voix sceptiques étouffées. Dans l'air, le monde devient géométrie mouvante, vecteur, gradient thermique. Elle incline l'appareil bas, frôle des entrepôts, utilise des masses d'air tiède. Elle coupe son profil contre la chaleur irrégulière des parkings chauffés. Au loin, l'aéroport fume légèrement, colonnes sombres, flashs lumineux sporadiques. Elle respire lentement. 3 temps inspirés, 4 temps expirés, stabilisés. Jules envoie un flux court de données compressées sur un canal discret. Point alpha déplacement nord, 2 mètres par seconde, dit le message lacunaire. Elle réajuste son approche, choisit un vecteur oblique improbable. Un tir isolé claque depuis un toit secondaire, mais c'est un vite. Son écran secondaire affiche un motif thermique large comme une antenne. Elle comprend que l'ennemi essaie de feinter un poste de commandement fictif. Elle ignore l'appât, poursuit le signal plus dense derrière un bus renversé. Elle verrouille partiellement sans engager, vérifie qu'aucun civil n'est masqué. Elle déclenche un tir de précision sur un point d'émission radio. L'impact est net, pas de sursaut secondaire, zone neutralisée. Les Marines, entendus sur un canal crypté, marquent un regain d'énergie. Leur voix, jusqu'ici serrée, affiche des syllabes plus claires, plus rapides. Amina annonce une ouverture imminente de corridor sud-ouest limité. Des tirs convergent maintenant vers son rotor, éclat traçant jaune. Elle abaisse la signature en jouant sur la dérive latérale contrôlée. Elle enchaîne une manœuvre basse, coupe un halo thermique latéral préparé. Un lanceur improvisé vomit un projectile, mais la trajectoire glisse trop haut. L'explosion éclaire une verrière vide, simple spectre de chaleur résiduelle. Elle ressent une poussée d'adrénaline qui durcit son diaphragme. Elle ne la laisse pas guider sa main ni son regard. Deuxième position hiérarchique, repérée par motif rythme-feu soutenu intermittent. Elle temporise 6 secondes pour laisser l'artilleur perdre patience. Il relève la tête à découvert, allonge sa silhouette, expose la source. Le tir laser guidé part comme une décision irrévocable et silencieuse. La position s'éteint, comme si on avait soufflé une flamme obstinée. Des cris désordonnés saturent un canal, ouvert ennemi mal protégé. Elle capte un changement de ton. Méfiance. Début de fragmentation de cohésion. Elle annonce 2 neutralisés, couloir 30 degrés, ouvert 30 secondes. Les Marines se déplacent par groupes brefs vers une barrière effondrée. Elle maintient un stationnaire nerveux, contrevent opposé, rotor protestant légèrement. Son carburant fond plus vite que la prévision initiale optimiste. Jules envoie un simple fenêtre finale 8 minutes. Accélère extraction. Elle sait que retarder l'évacuation des blessés deviendrait un piège moral. Un drone ennemi bricolé monte maladroitement depuis une rampe de bagages. Elle ajuste le canon, souffle court. Pas de luxe pour rater. Le drone explose en une pluie de métal léger flamboyant.
Des éclats frappent sa verrière, chuintement aigu, mais pas de pénétration. Un voyant pression hydraulique clignote une fois puis reste stable. Elle ignore la peur primitive qui cherche un chemin dans sa gorge. Troisième point hiérarchique se déplace, probablement anticipant son modèle d'attaque. Elle décide une feinte audacieuse, simule un retrait plein sud-ouest. L'ennemi relâche un pic de tir comme une exhalation nerveuse. Elle replonge par un arc elliptique inattendu en coupe latérale. Le tir principal part avant que l'opérateur adverse n'ajuste. La structure métallique s'effondre en bruit mat. Feu secondaire contenu. Le réseau de coordination adverse se fracture. Rythme de tir devient erratique. Elle annonce exfiltration prioritaire maintenant. 10 minutes stabilité improbable. Les Marines répondent par un mot unique de reconnaissance serrée. Elle ressent un poids émotionnel inhabituel derrière ce simple mot compressé. Un paquet de roquettes adverses part depuis une zone civile non confirmée. Elle ne peut riposter directement sans risque disproportionné pour des personnes cachées. Elle interpose son appareil en angle oblique pour attirer la salve. Les roquettes passent trop sous sa dérive et explosent sur du béton nu. La déflagration secoue l'appareil, oscillation dure, instrumentation vibrante. Un voyant d'alarme moteur secondaire clignote puis se stabilise orange. Elle réduit légèrement couple pour préserver marge en cas de surchauffe imprévue. Son front est humide, mais ses mains restent sèches, fermes, précises. Jules envoie dernier groupe blessé retard, couverture requise encore 4 minutes. Elle sait que 4 minutes sous densité feu croissante est une éternité longue. Elle décide d'utiliser les restes de fumée et poussière d'explosion récentes. Elle vole bas, remue le sol, crée un voile brumeux irritant. Les tireurs adverses tous changent position, rendent leur silhouette plus visible. Elle cible seulement armes lourdes, laisse les fusils disperser leur énergie inefficace. La dernière section de Marines franchit le couloir vers des bus blindés improvisés. Elle accompagne la colonne roulante en parallèle, comme une ombre protectrice. Un tir chanceux frappe une pale, vibration change, tonalité plus grave, les paramètres restent dans l'enveloppe sûre, mais la marge se rétrécit. Elle engage une montée spiralée pour décourager un suivi visuel précis. Son carburant atteint la ligne rouge mince comme un fil de couteau. Elle annonce retrait tactique, demande confirmation du nombre évacué. La réponse revient, tous présents sauf 3, en recherche interne sécurisée. Elle ferme les yeux une fraction de souffle, sentiment mêlé de soulagement. Elle ressent aussi la morsure d'avoir laissé 3 derrière temporairement. Elle sait que l'histoire officielle dira 0 perte marine confirmée. Elle sait aussi qu'il y aura un espace gris pour les civils traumatisés. Elle rentre base, trajectoire contrôlée, pas de triomphe dans son axe. Le tarmac l'accueille avec un silence stressé avant explosion de voix. Des officiers affluent, certains avec sourire soudain, collé, tardif. Le colonel qui l'avait ignoré la félicite avec un ton mécanique. Elle répond par un simple hochement, regard passant déjà ailleurs. Jules arrive, ses yeux brillent d'une fatigue lucide. Il dit « Tu as fait craquer la coque de leur arrogance ». Elle sourit à peine, un sourire mince chargé de mots non prononcés. Un médecin examine la pale endommagée comme une blessure vivante. Les médias commencent à demander des images, des récits héroïsés. La narration tente de gommer le refus initial de son plan. Une pression s'applique pour lisser la chronologie et enjoliver l'approbation. Amina refuse d'ajuster le rapport détaillé de la séquence décisionnelle. Elle écrit clairement les interruptions, les minimisations, les remarques sceptiques. Chaque phrase du rapport est un clou dans une structure défensive. Certains collègues l'avertissent doucement de ne pas politiser l'action. Elle répond que la vérité opérationnelle est un facteur de survie future.
Le dossier circule, atteint des bureaux plus hauts que prévu rapidement. On lui propose une décoration anticipée en échange d'un résumé neutre. Elle décline le troc, garde le texte brut, précis, non décoratif. Des semaines plus tard, elle témoigne devant une commission législative spéciale. La salle est froide, éclairée trop blanche, microphone menaçant et impersonnel. Elle raconte la salle de briefing, l'interruption, le mépris poli. Elle raconte l'urgence mesurée, la fenêtre calculée, le choix d'engager. Elle ne dramatise pas, elle dépose des faits nets comme des pièces métalliques. Les questions cherchent d'abord à confirmer ses heures de vol comparatives. Elle renvoie calmement les chiffres, place les pourcentages contextuels. Une membre de la commission demande son ressenti exact à l'instant ignoré. Elle répond qu'elle a senti une main invisible sur un interrupteur vital. Elle explique que ce geste symbolique ferme parfois la lumière d'idées cruciales. Le silence qui suit est plus lourd que le bruit des caméras motorisées. Des réformes esquissées proposent inclusion systématique de scénarios minoritaires en briefing. On crée un protocole de validation alternative pour plans rejetés trop vite. Des ateliers obligatoires abordent biais inconscients dans la hiérarchisation des sources. Certains résistent, parlent de surcharge procédurale dangereuse pendant crise. Amina répond qu'une écoute élargie est un multiplicateur de survie, pas un frein. Elle continue de voler mais différemment, conscience accrue du poids. Symbolique. La nuit parfois, elle revoit le drone montant maladroit vers elle. Elle revoit aussi les 3 civils absents des rapports finaux diffusés. Elle garde leur silhouette floue dans un coin tenace de sa mémoire. Elle visite discrètement 2 Marines blessés en rééducation motrice. Ils parlent peu de gloire, beaucoup de chaleur, de bruit métallique, d'odeur. Elle écoute, encore, toujours, comme si c'était partie intégrante du pilotage. Sa réputation grandit, mais elle sent une distance paradoxale s'élargir. Certains l'idéalisent pour éviter d'affronter leurs propres angles morts. Elle refuse le piédestal, insiste sur la méthode, la rigueur collective. Une recrue noire timide lui dit que sa présence change son horizon personnel. Amina répond que l'horizon doit appartenir à celle qui ose le déplier. Le monde avance lentement, crissant, non pas d'un bond héroïque, propre. La pâle réparée garde une nuance de peinture légèrement différente. Elle préfère ne pas la masquer, trace visible d'un risque assumé. Le soir, elle note dans un carnet 3 éléments à améliorer. Aujourd'hui, le carburant, la latence de liaison, la modélisation fumée improvisée. Elle ferme le carnet, regarde un ciel violet traversé d'avions civils tardifs. Le bruit lointain est doux, normal, presque banal, fragile aussi. Elle sourit brièvement, non pas pour célébrer une victoire parfaite. Elle sourit pour l'idée que la prochaine voix ignorée sera peu, être entendue. Elle sait pourtant que d'autres portes resteront lourdes, et parfois verrouillées. Mais désormais leur gond grince, et ce grincement même est une fissure utile. Elle respire encore une fois profondément, laisse la nuit absorber ses tensions. Puis elle se lève, prête à recommencer, non comme héroïne figée, plutôt comme une pilote attentive, gardant vivante la mécanique complexe de l'écoute. La ville dort partiellement, mais la mémoire de la journée reste chaude. Et dans ce mélange imparfait de progrès et d'angles rugueux, elle continue. Sans illusion totale, sans cynisme complet, avec une lucidité volontaire. La bataille précise de cette aube est passée, mais l'enjeu persiste. Elle le sait, et cette connaissance partagée devient son véritable moteur.